Bonjour à tous, je suis Mifichai et je vais vous expliquer aujourd'hui sur Illustration Motivation euh, comment je pense mes couleurs. Euh, donc aujourd'hui ça va être une démonstration sur les plus gros fondamentaux de la couleur et sur la technique que j'utilise moi pour faire mes colorisations d'images. Donc les fondamentaux, aujourd'hui ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ça va être vraiment des trucs hyper simples, hyper basiques. Qui vont vous permettre, vous, de commencer à comprendre quelque chose si vous n'avez jamais fait de couleur du tout. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc on va commencer par apprendre ce que c'est des teintes, des valeurs et des saturations, sachant que je ne vais pas trop m'attarder dessus au début. Puis je vais vous expliquer comment moi je classe les matériaux par famille de matériaux et je leur attribue des couleurs, ça me permet d'aller plus vite. Puis je vais vous apprendre à comprendre comment la teinte d'un objet va changer en fonction d'un environnement. Donc ça, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, je vais vous expliquer brièvement comment on peut faire des variations de couleurs harmonieuses. J'ai écrit harmonieuse, bon c'est pas grave. Sachant que certaines théories sont un peu trop abstraites et nécessitent de l'expérimentation pour être comprises. Je vais donc vous parler de ce que sont les teintes, valeurs et saturation et comment on gère ça quand on est sur un logiciel de dessin numérique. Je vais d'abord commencer par vous expliquer ce qu'est la teinte. La teinte, c'est simplement la couleur d'un objet. Quand on dit couleur, c'est un faux ami, puisque couleur, ça veut dire plein de choses. En fait, la teinte, c'est ce qu'on pourrait dire un pigment. Donc, c'est quand vous regardez la couleur d'un arc-en-ciel, ben, ça va être le rouge, le violet, le bleu, le turquoise, le vert, le jaune et le rouge, par exemple. Donc ça, c'est la teinte. Donc c'est la couleur naturelle d'un objet ou la couleur perçue d'un objet dans un environnement. Donc sur Photoshop par exemple et sur n'importe quel logiciel qui dispose d'un sélecteur de couleurs, c'est cette partie qui est ici, qui est représentée par ce dégradé. Donc c'est cette partie ici. Hop là, ça c'est pour gérer la teinte. Je ne vous explique pas tout de suite de quoi il s'agit ni comment l'utiliser, je vous l'expliquerai tout à l'heure quand on aura vu les matériaux. Donc ça, quand vous gérez la teinte, c'est la première chose à gérer, la teinte. Ensuite, quand vous allez devoir peindre une couleur, la deuxième chose à gérer, ça va être la valeur d'un objet. La valeur d'un objet, aussi appelée luminosité, c'est la capacité d'une couleur à générer plus ou moins de lumière. Il y a un autre nom encore pour la valeur que moi j'appelle la luminance. C'est plutôt quelque chose qui est lié à un matériau plus qu'à une couleur. Donc la valeur, c'est cette donnée ici. Donc il y a une donnée verticale, strictement verticale, il faut bien comprendre ça. Donc c'est teinte, c'est valeur égale luminosité. J'écris pas très bien, égale luminance. C'est la capacité d'un objet à générer plus ou moins de luminosité. Donc ça, c'est la deuxième donnée que vous devrez gérer quand vous allez changer une couleur. Ensuite, la dernière donnée, ça va être logiquement la saturation. La saturation, c'est la quantité éventuelle de pigments qu'un objet peut contenir. Donc il y a des objets qui vont contenir beaucoup de pigments, ça veut dire qu'ils vont générer une teinte très très forte. Par exemple, si on prend des rubis, si on prend du soufre, le soufre c'est jaune, c'est très très pigmenté, c'est très vibrant en fait comme teinte. Et bien ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pigments dedans, en tout cas des pigments qui sont très colorés, donc qui génèrent des couleurs qui sont très fortes. Il va y avoir des objets qui vont être gris, comme des cailloux par exemple, et il va y avoir des objets qui ne sont pas gris du tout, ils ont vraiment une couleur et elle est réellement perçue. Donc ça va être la saturation. C'est la dernière donnée, c'est la donnée, je pense, la plus difficile à comprendre quand on peint. Parce que la saturation, ça permet de créer des effets d'optique. Alors ça, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir que c'est très abstrait, c'est très compliqué à gérer et ça fait partie des données qui vont vous prendre le plus de temps à maîtriser. C'est très difficile à gérer la saturation.
surtout dans des environnements. Donc ça, ce sont les 3 données. J'ai oublié de rajouter le petit 3 pour vous dire que ce sera toujours la 3e chose que vous allez gérer quand vous allez vouloir changer la couleur d'un objet. Deuxième chapitre, je vais vous expliquer un petit peu les différents types de matériaux. Donc le premier, la famille la plus courante, on va dire, ce sont les végétaux. Alors les végétaux, en fait, il y a un faux ami auquel il faut faire très attention, c'est que généralement quand on voit un arbre par exemple, la première réflexe qu'on va avoir à se dire c'est un arbre sévère. Un arbre sévère, effectivement, c'est composé de chlorophylle et la chlorophylle c'est vert. Le problème c'est que si vous peignez du vert, vous allez souvent avoir tendance à sélectionner le mauvais vert. Donc je montrais généralement quand quelqu'un commence la couleur, il a tendance à chercher des verts comme ça qui contiennent beaucoup de bleu à l'intérieur. Donc ils vont être voilà, assez froids et généralement assez saturés comme ça. Donc ça on va dire que c'est un vert dessiné par un enfant de 8 ans. Et peut-être par vous si vous n'avez jamais fait de couleur. Ça donnerait un truc comme ça. Le problème, comme vous pouvez le voir dans cette photo, c'est que le vert il n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, les végétaux, il va falloir prendre une habitude, c'est que un végétal, c'est pas vert. Vous allez plutôt avoir tendance à utiliser une autre règle, c'est de peindre avec du jaune. Ou alors, vous allez prendre un jaune qui va avoir tendance à tirer vers les verts, mais essayez, si possible, de pas trop aller là-dedans, là. Même si à nouveau, ça dépendra de la situation. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à aller prendre des jaunes ou des jaunes verts. Donc je vais commencer à peindre celui-là. Donc ça commence déjà à être un petit peu plus harmonieux, mais c'est toujours trop vif. Et en fait, on va se rendre compte que ça va avoir tendance à être plutôt sombre. Et la même chose s'applique si vous voulez faire, par exemple, un autre type de buisson. Le vert, en réalité, il y a 2 façons de le faire. Soit vous peignez avec du vert, littéralement. Vous prenez un pigment vert et vous peignez avec, en tube. Soit vous peignez avec du jaune. Et en fait, ce jaune, naturellement, il serait comme ça. Le truc du jaune, c'est que quand on l'assombrit, il va avoir tendance à être sale, un jaune sale, ce qu'on va appeler un cacadois. Et le cacadois, en fait, c'est vert. Donc on va vérifier ce qui se passe dans cette photo, ici. On va par exemple prendre le vert qui me paraît le plus saturé ici. Donc là, vous voyez, on est sur un jaune ici qui est plutôt avec le T ici, ça veut dire la teinte. On a un T à 75. Il est là et on a remarqué aussi qu'il était assez sombre. Ensuite, on va essayer de choper de l'herbe qui est en bas là. Vous voyez, l'herbe elle est carrément jaune, voire jaune-orange. Elle est relativement lumineuse. Ici. Là, à l'arrière, on va avoir des végétaux à nouveau qui ont l'air quand même assez saturés. Ça va être plutôt de la culture, donc beaucoup d'eau, etc. Quand généralement les végétaux ont beaucoup d'eau à l'intérieur d'eux, ça met en avant la chlorophylle et ça a tendance à faire des végétaux qui sont un petit peu plus verts que la normale. Presque vibrants pour les mousses par exemple. Donc, vous voyez, ça donnerait un truc comme ça. Vous voyez, on n'est pas sur des trucs qui sont foufou en termes de saturation, on n'est pas sur des trucs qui sont foufou en termes de luminosité, sauf quand c'est lumineux forcément. Et on n'est pas, surtout, jamais sur des verts hyper vifs. Mais jamais, jamais. Parce que ça n'existe pas dans la réalité. Donc les végétaux, en fait, tout le principe des végétaux, c'est qu'il va falloir apprendre à les identifier et à les placer dans des situations pour savoir comment les peindre. Ensuite, je vais vous parler des matériaux secs. Les matériaux secs, ce sont des matériaux qui justement n'ont pas d'humidité ou pas de chlorophylle, enfin je ne sais pas trop comment les définir. Dedans, on va par exemple intégrer des objets qui sont très secs ou pourris, par exemple. Donc dans le cas de l'herbe, ici, on a 2 types d'herbes. On va avoir des herbes qui sont ici sèches mais un peu grasses, celles qui aiment bien manger les petites vaches. Donc on remarquera qu'ici on n'est plus du tout sur des verts, on est plutôt sur des oranges qui sont cassés, donc qui vont être légèrement désaturés et sombres. Vous voyez à quoi ça ressemble. À côté, on a carrément de l'herbe morte. En fait, elle a été grillée par le soleil. Ici, vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'on n'est plus du tout vers des verts. Pourtant, c'est de l'herbe, mais on a changé de famille de matériaux. Maintenant, on est sur le matériau sec. Donc désormais, c'est de l'herbe sèche. Et l'herbe sèche, vous allez remarquer que ça va avoir tendance à être dans les jaunes un petit peu chauds. Donc c'est des jaunes dans lesquels on a rajouté du rouge, qui tire vers les oranges. Et on va avoir comme ça des variations qui vont aller du jaune chaud jusqu'au orange, voire des fois jusqu'au rouge. À nouveau le rouge qui n'est pas rouge froid. Donc ici on va voir ça, on va en avoir d'autres qui vont être un petit peu plus saturés par ici, qui vont tirer carrément au marron. Le marron, je vous rappelle que c'est un orange
rabattu, ça veut dire qu'on a désaturé un petit peu l'orange, et surtout, on l'a assombri. Parce que ça, c'est aussi du marron, mais le marron, c'est ça. Voilà, c'est du orange avec du noir à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant à voir. Tout ce qui est sec, généralement, vous allez avoir tendance plutôt à les peindre avec des oranges ou des jaunes chauds. Et ensuite, bien sûr, dans les secs, on va retrouver les rochers. Alors, les rochers, ça va être très compliqué, parce que moi, les rochers, je pars du principe qu'ils ont une base orange-rouge. Donc voilà, c'est par exemple le cas ici. On va avoir dans cette zone ici rouge, ça va être beaucoup plus saturé, donc plus teinté, donc il y a plus de pigments à l'intérieur. On remarque qu'il est vraiment très très rouge, ou relativement saturé en tout cas. Quoique, vous voyez, c'est marrant. Marrant ce qui se passe. On va avoir des rouges qui vont peut-être être composés là de jaune. Alors c'est là qu'il va falloir faire attention quand vous étudiez les rochers, c'est que les rochers c'est soit rouge, quand il y a une couleur qui est un peu étrange par-dessus, c'est peut-être parce qu'il y a en fait de la végétation qui s'est collée par-dessus le rocher. Donc c'est de la mousse finalement. Donc des fois, vous allez trouver des verts sur des rochers, vous ne saurez pas pourquoi, il faudra simplement vous demander mais qu'est-ce qui est vert dans la nature? C'est pas les rochers, donc c'est autre chose. Donc souvent ça va être de la végétation qui a poussé par-dessus un rocher. Ou alors ça peut être une condition du rocher. À nouveau, il va falloir apprendre à les peindre. Donc là on est sur des orangés comme vous pouvez le voir. À nouveau, orangé, rouge. Et à droite ici, on va commencer à avoir quelque chose de particulier qui va être de voir tout simplement des rochers qui sont gris. À nouveau, on est toujours sur des oranges, c'est juste que cette fois-ci, ils vont perdre beaucoup de pigments à tel point qu'ils n'en auront quasiment plus. Il n'y aura plus de teinte en fait dans ces pigments, ce qu'on appellera simplement des rochers gris. Ils n'ont pas vraiment de teinte à eux. Mais de base, retenez que moi un rocher, je le peindrai toujours avec un orange ou un rouge. Donc il faut y faire attention. Comme je parlais des objets gris, là je vais vous montrer littéralement des objets qui sont littéralement gris, donc des cailloux. Là ce qui va être intéressant, ça va être ça. C'est que là on va pouvoir vraiment se rendre compte que c'est vraiment très 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 bleu à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ambiance avec un éclairage bleu dans les ombres. Donc c'est du ciel bleu. Ici, en fait, il y a plusieurs types de matériaux gris. On va avoir le béton qui est au niveau du sol. Donc, la particularité des objets gris, c'est qu'ils ont une teinte à la lumière naturelle. Donc, ce sont des rochers ou des objets secs qui vont plutôt avoir tendance à être rouges et orangés. On va en avoir qui vont être plutôt pigmentés ici, comme ce rocher. Il n'est plus vraiment un objet gris. Sur la droite, on a une espèce de petit rocher un petit peu verdâtre. C'est des teintes qu'on retrouve. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser des jaunes qui tirent vers les verts. Ça aussi, ça va devenir des objets gris. En gros, tout ce qui a très peu de pigments. Et ici, on va voir ce rocher en plein centre qui paraît presque un peu bleu et c'est presque comme ça qu'on vous allez le peindre. Donc le principe, c'est que à l'ombre, on va tout simplement remplacer la couleur. Si ce sol-là, s'il était orange, il ne le sera pas du tout à l'ombre. Il sera littéralement bleu. Et éventuellement, on retrouvera des petites traces de violet ou des trucs comme ça. Donc là, on peut le confirmer. Hop, c'est un bleu pur et dur. Là, sur ce rocher, je récupère ici. À nouveau, je vous conseille de jouer comme ça avec votre pipette sur le logiciel pour vérifier comment ça évolue. Là, je prends ma lumière, je constate que c'est cette teinte-là. Là, on va avoir une demi-teinte ici. On remarque que c'est quasiment la même teinte que dans les autres ombres. Elle a déjà remplacé la couleur de mon objet. Là, je vais avoir deux types de luminosité différentes sur mon rocher. Des zones sombres, donc avec ce qu'on appellera une luminance sombre. Il génère peu de lumière. Donc on remarque que c'est quasiment même presque un violet. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de dépôt du rocher qui doit jouer sur cette teinte. C'est très sombre et assez saturé. Et on va avoir des zones un petit peu plus claires ici, plus saturées, que quasiment moi je considérerais comme ce qu'on appelle des objets blancs. C'est ce dont je parlerai juste après. À gauche, on peut vite fait aller regarder les cailloux, voir comment ils se comportent. Donc ce sont des cailloux qui sont quand même, je rappelle, très saturés. Ils ont 35% de saturation, c'est assez important. Mais à l'ombre, voilà ce qui peut se passer. Donc à l'ombre, vous allez remarquer qu'ils restent quand même très orangés. Ils sont très sombres et ils ont tendance à désaturer. Maintenant, je vais vous montrer, je parlais des objets blancs. Je vais vous montrer littéralement des objets blancs. Ici de la neige. La neige, c'est simple, c'est blanc. C'est blanc et quand vous allez la peindre à la lumière, vous allez simplement peindre du bleu. Parce que comme c'est un objet froid et que c'est composé d'eau, ça a quand même tendance à être peint avec du bleu. Donc ça peut se voir comme ça. Et en crépuscule, éventuellement, vous serez amené à la peindre en jaune ou en orange. Parce qu'il s'avère qu'un objet blanc, ce qui est intéressant, c'est comme il n'y a pas du tout de pigment, et bien même à la lumière, il va très facilement être remplacé
par la couleur de la lumière. Donc dès que vous aurez une lumière teintée, ça va transformer la couleur de votre objet blanc. Donc c'est un bon référentiel dans les images pour connaître la lumière des éclairages, la teinte des éclairages. Donc là, à la lumière, on aura ce bleu. C'est une lumière de ciel tout à fait classique. Et à l'ombre, on va avoir ici un truc relativement saturé. C'est pas non plus excessif, je trouve. C'est une couleur assez douce. C'est pas une photo qui est retouchée, à mon avis. Et voilà, c'est une couleur assez douce. Donc ce qui est intéressant aussi avec les objets blancs, c'est que ce sont des objets qui sont naturellement lumineux. Donc ils ont ce qu'on appelle une luminance élevée, ils diffusent beaucoup de lumière, donc ils vont avoir tendance quand même à capturer énormément de rayons de lumière, même quand c'est à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils sont naturellement capables d'en rejeter beaucoup. Donc les ombres des objets blancs ont quand même tendance à être assez lumineuses. Donc dans votre objet, ce qu'on avait vu sur le caillou juste avant, c'est que vous aurez parfois des zones sombres et parfois des zones très lumineuses, et il faudra y faire attention. Deuxième exemple, ici on aurait une robe. Les robes, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est du tissu, mais plutôt qu'à le peindre avec du bleu, on aura peut-être tendance à le peindre avec un jaune ou avec un violet chaud, par exemple. Et à l'ombre, on va retrouver à nouveau ces bleus, cette fois un peu désaturés. Bon, la photo a peut-être été un petit peu retouchée pour avoir de luminosités qui sont agréables. Normalement, ça doit être un peu plus sombre, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on remarque par contre, c'est que la teinte est un tout petit peu violacée. Ça peut venir aussi du type de tissu qui peut influencer aussi sur ces teintes. Et là, on remarquera que comme ce sont des couleurs qui sont très proches, déjà la luminosité est très élevée sur la robe, et en plus, les saturations ne sont pas non plus excessives. On remarquera qu'il y a ici une toute petite variation de couleur sous la poitrine. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une source de lumière quelque part dans l'image qui est capable de diffuser plus de lumière que le ciel. Donc le ciel, lui, s'invite naturellement dans les ombres, mais des fois, il y a ce qu'on appelle des sources de lumière secondaires, la lune par exemple, ou le sol, comme c'est le cas ici, qui vont recevoir de la lumière. La surface reçoit, puis elle diffuse sa propre lumière. Les marches, ça va avoir tendance à être une surface qui va avoir une teinte chaude, sûrement un orangé, ou un jaune, bon là, à nouveau la photo est retouchée, donc plutôt un orangé, il va diffuser de la lumière comme ça vers le haut. Et ce qui va se passer, c'est que ça va éclaircir ici la partie en dessous de la poitrine. Pourquoi? Parce que l'angle de la poitrine est juste en face des escaliers. Donc si on reprend, on va voir une ombre de base qui est comme ça, et là on va regarder ce qui se passe. Vous avez vu, ça commence à tirer un peu vers une teinte de violet. Ça, c'est des illusions d'optique qui se créent. Le violet, c'est quoi? C'est un mélange entre le bleu neutre, on va dire, de cette ombre à l'ombre, de cette ombre, et la couleur de mes marches en bas. Donc c'est l'orange, violet, et ce qui nous écarte, le bleu va forcément passer par le violet pour rejoindre l'orange. Ça va nous donner cette teinte ici. Donc ce qu'on retient avec les objets blancs, c'est que à la lumière, ils n'ont pas de teinte, à l'ombre, ils n'ont pas de teinte. Donc ils subissent les lumières qui sont autour d'eux. La lumière, s'il y a un éclairage jaune, votre surface à la lumière, elle sera jaune. Si à l'ombre, la lumière qui touche votre ombre, elle est bleue, votre ombre, elle sera bleue. C'est une obligation. Pas de teinte. Troisième chapitre, je vais vous expliquer comment on fait pour faire varier une teinte de manière logique. La méthode elle est assez simple, on va utiliser cet outil qu'on appelle un cercle chromatique de Newton, qui n'a rien de plus en fait si vous ouvrez votre sélecteur de couleurs que ce dégradé. Bon, le cercle de Newton il va du rouge jusqu'au violet qui retourne ensuite vers le rouge. Disons qu'on va dire par exemple qu'on a un objet de couleur verte dans ma scène, ça peut être de l'herbe, ça peut être un objet vert, peu importe. Et il y a un éclairage dans ma scène par exemple qui est bleu, par exemple le ciel. Pour savoir comment la teinte de mon objet va varier dans ma scène, c'est très simple. Je vais définir la teinte de mon objet en premier, toujours. Puis je vais définir la teinte de ma lumière en second, toujours en second. Et ensuite, je vais définir quelle est l'intensité lumineuse de mon éclairage. Ici, c'est le ciel. Le ciel, ça peut être relativement fort. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'ombre, les lumières étaient plus fortes. Vous avez tendance à venir essayer de les déboucher des ombres. En fonction de cette intensité, je vais tout simplement plus ou moins glisser mon doigt en direction de ma lumière.
Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est que mon vert il va simplement changer de teinte, à nouveau la teinte et uniquement la teinte. Donc si c'est pas fort, il va avoir tendance à devenir ici, vous voyez, il va avoir tendance à virer ici vers du vert qui commence à contenir du bleu, puis il va commencer à virer vers le turquoise, alors peut-être pas si fort, mais il va peut-être virer comme ça. Voilà. Et jusqu'à la fin devenir carrément bleu. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la couleur, la lumière que génère mon ciel va littéralement remplacer la teinte de mon objet. Forcément, si l'éclairage est extrêmement fort. On va faire par exemple un éclairage cette fois-ci jaune. Par exemple, si vous êtes face à un crépuscule, c'est le genre d'éclairage que vous allez avoir dans votre scène. Et ben, ça va être à nouveau la même chose. On va définir la couleur de mon matériau. C'est là que c'est abstrait, je vais en reparler tout à l'heure. Ensuite, on définit la couleur de mon éclairage. Et en fonction de l'intensité de mon éclairage, eh ben, la couleur de mon objet vert va plus ou moins tirer en direction du orange ou du jaune, peu importe, jusqu'à être remplacé littéralement par la couleur de mon objet, de mon éclairage. Vous voyez, ça peut faire des trucs comme ça. Et là, on commence à rentrer sur des choses sympas. Pour vous expliquer un petit peu les variations de couleurs harmonieuses, je vais prendre un exemple avec un végétal et un éclairage blanc pour commencer. Mais je vous montrerai un exemple avec un éclairage forcément de couleurs. Donc là, on est face à une mousse. La mousse, je vous l'ai dit que c'était un végétal. Donc les végétaux, c'est jaune-vert. Quand c'est sec, ça a tendance à tirer vers le jaune, jaune-orange. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on commence déjà par définir la teinte de mon végétal. Donc je pense que c'est une plante qui est un peu vivace. Je pense qu'un vert comme ça, un petit peu éteint, ça peut être pas mal. Voilà. Je fais une première boule. Quand je vais faire la lumière, je vais commencer par placer une zone lumière. Voilà, côté extérieur ici. Donc ce que je vous ai dit, c'est que là on est sur un éclairage de studio. Le studio, c'est plutôt des éclairages blancs. Le blanc n'est pas censé influencer la teinte de mon objet à la lumière. Donc si je suis en éclairage blanc, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas toucher la teinte. Par contre, je vais toucher la luminosité et la saturation, parce que quand je rajoute du blanc dans une couleur, ça a tendance à désaturer. Ça pourrait fonctionner. Ensuite, je vais faire l'ombre. L'ombre, ça va être une zone à l'opposé. On remarquera que je repasse pas par-dessus toute la surface. Si je faisais de la couleur sans penser à l'intention de lumière ou autre chose, ce qui se passerait, c'est que j'aurais tout simplement tendance à reprendre la couleur naturelle de mon objet et l'assombrir, et ça fonctionnerait. En réalité, si on fait ça, les 99% du temps, ça va être moche. Donc ce qu'on fait généralement, c'est que quand on met une ombre, on va reprendre la couleur de base de mon objet, on va l'assombrir, on va un peu changer sa teinte. Généralement c'est de la végétation, donc là elle est un petit peu verte, donc je vais avoir tendance à tirer sa teinte un petit peu vers le bleu, et je vais avoir tendance à soit la saturer, soit la désaturer. Alors ça dépendra. Généralement quand on sature, ça enrichit, donc c'est un petit peu plus joli. Et puis on pourrait s'amuser comme ça, faire des zones de transition entre les deux, et faire des micro-variations. Ah, vous voyez, si je compare les deux couleurs l'une après l'autre, je vois qu'il y a un petit fossé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite variation qui est un mi-chemin. Voilà. Et je peux me créer comme ça des tas de petites variations de couleurs dans mon image. Mon logiciel est en train de planter. Ça y est, c'est revenu. Maintenant, je vais faire un deuxième exemple avec cette truc-là, mais cette fois avec un éclairage. Ah putain, ça avance plus. Voilà, avec un éclairage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le même principe. Je vais reprendre la couleur de base de mon objet, qui est là. Voilà. Ici, je vais définir qu'il y a une lumière chaude, par exemple comme un crépuscule, qui va éclaircir ma surface à la lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma couleur de base, tirer en direction de la couleur de ma lumière, ce serait plutôt un orangé. Donc en fonction de son intensité, je vais tirer plus ou moins fort. Je vais éclaircir, et comme ça a tendance à être les éclairages
de crépuscule ont tendance à être saturés. Ils vont donc faire saturer mon image, mon dessin. J'ai tendance à augmenter la saturation à la lumière. Ça donnerait peut-être un truc comme ça. Ensuite, à l'ombre, ce que je vais faire, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais simplement reprendre mon vert. Je vais assombrir au niveau d'intensité qu'on appelle une luminance. Luminance, la capacité de lumière qui est capable de renvoyer un objet. À l'ombre, les objets comme la mousse, ça a tendance à être assez sombre. Je pense perdre 35% à peu près de valeur. Le truc, c'est que en crépuscule, on a un ciel bleu qui est très fort. C'est un éclairage bleu qui va donc déboucher mon ombre, il va la rendre un petit peu plus claire. Donc ce qui va se passer, c'est que je définis une base. Le truc, c'est que je vais tirer un peu plus que tout à l'heure vers le turquoise, vers le bleu. Je vais l'éclaircir parce que le crépuscule va éclaircir mon ombre. Et je vais le désaturer légèrement. Parce que je sais d'expérience en fait que c'est ce qui va se passer dans ce genre de situation. Et vous voyez que les ambiances ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui ne m'empêcherait pas, à l'intérieur de cette surface, ici et là, je vais mettre des petites zones de noir qui correspondront à ces zones d'absence en fait de lumière. Donc quand c'est une absence de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion de lumière à l'intérieur, et on va avoir tendance à récupérer la couleur de base de notre objet. Moi je vais faire un petit entre-deux et je vais juste le faire très sombre et un tout petit peu désaturé. Et là je commence à créer des micro-variations à l'intérieur même de mon objet. Et ça c'est une logique qui marche absolument à chaque fois. Donc retenez bien, quand on déplace dans la couleur, on a plutôt tendance, quand on éclaircit avec une couleur froide ou avec un éclairage blanc, notre couleur elle va avoir tendance à faire ça. Elle va monter d'abord. D'abord, on monte pour éclaircir. Éventuellement, on change la teinte si c'est une source de lumière teintée. Puis, on glisse à gauche ou à droite, ça dépend. Mais on reste assez rarement finalement en ligne directe. Et ensuite, quand on assombrit, moi le réflexe que j'ai, c'est d'abord de définir ma valeur, puis je change la teinte en fonction de la couleur de mon éclairage, et ensuite je vais rééclaircir et aller soit désaturer, soit saturer. Généralement, quand on est dans les ombres, on a plutôt tendance à désaturer. Donc, à nouveau ici, vous voyez ici, ça aurait fait une diagonale, et là, ça va être pareil, une diagonale. Donc, il faut toujours penser que si vous voulez des couleurs riches, n'allez jamais en ligne droite. Il faut toujours faire des diagonales. Et je pense que ça peut suffire pour faire des variations de couleurs. Il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça. Il faut juste comprendre cette logique. Vous verrez que ça va marcher à chaque fois. Je pense qu'on a fait le tour vraiment de la technique la plus basique pour comprendre comment changer les couleurs d'un objet. Alors forcément, la prochaine fois, il faudra que je vous explique comment les changer dans des ambiances. Il faudra que je vous parle aussi des cas spéciaux. Il y a encore beaucoup de choses à développer. Mais pour le moment, avec ça, vous devriez réussir à comprendre un peu mieux ce que vous voyez. C'est ça le plus important. Donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite bon courage dans vos études et à très bientôt.